Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle entrevue. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Emmanuelle Hautegonde. Alors Emmanuelle Hautegonde, c'est la fondatrice du blog et de la boutique Beauté Pure, pour celles qui connaissent, qui existe depuis plusieurs années, je crois, 7 ans, 8 ans. C'est Oui, ça? maintenant je crois que ça fait à peu près 7 ans. Voilà, c'est ça qui est très très riche d'informations, notamment des informations autour du cycle féminin, des problèmes d'acné d'origine hormonale et tout ça, donc c'est super intéressant. Pour rentrer un peu plus dans les détails, Emmanuelle est diplômée de l'État de Californie. Donc, tu as travaillé pendant longtemps, tu me disais, auprès de dermatologues, de chirurgiens, C'est mais ça, voilà, progressivement, tu t'es plus orientée vers une approche naturelle des traitements de la peau. c'est ça. Donc voilà, d'où ton site et d'où toutes les solutions naturelles que tu apportes à chaque fois pour notamment les pathologies, les maux de la peau. Aujourd'hui, on va traiter du syndrome des ovaires polykystiques, qui est un sujet assez passionnant dont beaucoup de femmes m'ont posé énormément de questions parce que ça concerne de plus en plus de femmes, du moins de plus en plus de femmes sont diagnostiquées SOPK. Et je t'ai sollicité parce que je sais que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement quel est le rapport entre ta spécialité qui est le soin de la peau Mhm. et en fait ton expertise autour de cette pathologie en fait? Bah, c'est l'acné tout simplement, puisque j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec des problèmes d'acné depuis maintenant de nombreuses années, et qu'une des manifestations classiques de ce qu'on appelle le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est justement une acné récurrente, difficile à faire partir, très Ouais, forte dans certains cas, etc. Donc ça peut être un des signes de SOPK. Maintenant, il y a des femmes qui ont le SOPK et qui n'ont pas d'acné, d'accord. mais voilà, beaucoup d'entre elles ont une acné très forte et donc viennent me voir avec une acné très forte. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à ce syndrome et puis aux hormones féminines d'une manière générale, puisqu'il y a une très grande Hmm. incidence sur la peau en fonction de l'état hormonal de la personne. C'est ça, oui. En fait, donc du coup, l'acné, ce serait un des symptômes potentiels de SOPK. Possible, Ouais, possible, d'accord. possible. Ok, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le SOPK, c'est un syndrome, hein, donc c'est pas une maladie, ok, dans le sens qu'un syndrome, c'est pas une maladie au sens strict, c'est un ensemble de symptômes, un ouais. syndrome. Donc, il faut savoir que ces symptômes peuvent différer d'une femme à l'autre. Ok, d'accord. Bah, alors c'est super, on rentre dans le vif du sujet, je vais en profiter. Voilà, alors aujourd'hui, on parle de plus en plus de ce syndrome, justement. Mhm. Justement, est-ce que tu pourrais expliquer aujourd'hui, nous expliquer un peu c'est quoi en fait, avoir un syndrome des ovaires polykystiques, ça veut dire quoi? Alors, il y a le diagnostic médical. Ouais, N'étant pas médecin, bien sûr, moi, je ne peux me référer que à la façon dont on diagnostique ce syndrome. Donc, il y a quelque chose qui est reconnu, qui s'appelle le principe de Rotterdam, et qui, en fait, est une façon de poser ce diagnostic en fonction d'un certain nombre de critères. Alors, il faut avoir au moins 2 sur 3 critères pour d'accord, pouvoir être diagnostiqué SOPK. Alors, d'accord. le premier critère, c'est un critère au niveau des règles. Donc, il faut qu'il y ait soit une absence de règles, soit des règles très irrégulières, donc des troubles du cycle, des troubles des règles. Ça, c'est la D'accord. première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut y avoir ce qu'on appelle une androgénie, c'est-à-dire un excès d'hormones mâles Mhm. ou une manifestation de cet excès d'androgénie, c'est-à-dire par exemple de l'acné, de l'hirsutisme ou au contraire une alopécie, c'est-à-dire une perte de cheveux très Ok. marquée. Mm. Voilà. Et enfin, en troisième, en général, on met une échographie où on va observer l'apparence de pseudo-kystes Ouais. qui ne sont pas en fait de vrais kystes ovariens. Il faut vraiment faire une différence. Ça n'est pas du tout en fait des kystes ovariens qui sont des pathologies totalement différentes. Ce sont tout simplement des follicules qui se développent en plus grand nombre que ce qu'il y a en général en Ouais. moyenne chez une femme. Et Ok. donc il faut avoir 2 de ces critères-là D'accord.
de ces 3 critères-là pour être diagnostiqué Diagnostiqué. SOPK. Ok. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on appelle, encore une fois, le principe de Rotterdam. Ce que ça veut dire, c'est que si une femme, premièrement, a été diagnostiquée uniquement avec une échographie, sans faire attention aux autres critères, il faut vraiment reposer, en fait, redemander à reposer le diagnostic parce que on ne peut pas diagnostiquer un SOPK uniquement sur l'apparence d'une échographie, c'est insuffisant. Surtout chez les très jeunes filles, parce que la plupart des très jeunes filles ont plus de follicules que plus tard dans leur vie, donc peuvent facilement avoir une apparence polykystique. Donc c'est très important de savoir ça. Et donc il faut faire vraiment très attention par rapport au diagnostic qui nous a été donné et surtout ne pas se fier à juste un diagnostic sur l'apparence de l'échographie. Ok. Donc en fait, ce qui est hyper important de souligner, et ça je l'ai vu parce que j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet-là, c'est que c'est pas parce on met en évidence des kystes donc aux ovaires que l'on a un syndrome des ovaires polykystiques. Pas du tout. C'est d'ailleurs, à mon avis, parmi les 3 critères que j'évoquais, certainement le critère le moins important de tous. Si on a une absence de règles et une apparence polykystique, au niveau de l'échographie, on aura 2 des critères de Rotterdam, mais il faut faire très très attention encore une fois, si on n'a que l'échographie, ça n'est pas suffisant. Il faut au moins un des autres critères, donc un problème de règles ou d'absence de règles, ou un critère d'analyse au niveau des hormones dans le sang, avoir soit des hormones mâles dans le sang, soit une manifestation des hormones mâles. Mais j'ai personnellement un problème avec ce critère-là, la manifestation des hormones mâles, parce que pour moi, si on a juste une acné, par exemple, une acné et puis une absence de règles, c'est un peu juste aussi pour moi pour poser un diagnostic de SOPK parce qu'on peut avoir une acné pour d'autres raisons que un excès d'hormones mâles. D'accord. Donc, donc en fait, si je comprends bien, les kystes, on va dire ce qu'on appellerait le côté kystique qu'on verrait à l'échographie, ce serait une conséquence en fait du syndrome qui est plus un déséquilibre hormonal. Tout à fait. En fait, l'apparence kystique, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des tentatives d'ovulation, c'est-à-dire des follicules qui ne se développent pas suffisamment. Ce sont à chaque fois des tentatives d'ovulation. Ça veut simplement dire qu'une femme, à un moment donné, essayé d'ovuler et elle n'y est pas arrivée. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, ce qui est très commun et que beaucoup d'entre nous, d'ailleurs il a été prouvé que si on faisait par exemple une échographie de toutes les femmes, à peu près 25% d'elles auraient une échographie polykystique. D'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas se référer uniquement à cette question d'échographie parce que la plupart d'entre nous pouvons présenter, voilà, parce qu'il est très très commun d'essayer d'ovuler, de ne pas y arriver à un moment et d'essayer encore, de ne pas y arriver et d'essayer enfin et d'y arriver. C'est très très commun. On peut nous faire une écho à un moment où on a l'apparition d'un kyste qui va partir ou Exactement. D'accord. Ok, très bien. Ok, donc c'est hyper intéressant. Et du coup, la testostérone, là, ce côté androgène qui va être sécrété, c'est dû à ces tentatives d'ovulation qui aboutissent pas et du coup, on manifeste des signes comme ça de masculinisation, c'est ça? Alors, pas forcément. Disons que en fait, ce qui se passe. Mais je rentre dans les détails. Alors déjà, les androgènes en question, ça peut être de la testostérone, mais ça peut être d'autres types d'androgènes. Hein. Il y a des DHEA, androsténédione, etc. Ce sont d'autres types d'androgènes qui peuvent être présents dans le sang. Et en général, ce sont les ovaires qui vont sursécréter. Les ovaires sécrètent toujours des androgènes. Il faut le savoir, toutes les femmes sécrètent des androgènes. Simplement, dans le cas présent, on va sécréter plus d'androgènes qu'il n'est nécessaire. Alors maintenant, la raison pour laquelle ça arrive, ça peut être très différent selon le type de SOPK, le type de femme que l'on a en face de soi. Ok, très bien. Donc du coup, il y a différents types d'SOPK. Oui. Alors, je vais en profiter pour te demander, moi, il y a qu'avec toi, à travers ton blog, que j'ai découvert qu'il y avait différents types d'SOPK, c'est très peu connu.
Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi ces différents types d'SOPK exactement? Alors, il y a le SOPK classique, on va dire. Le SOPK classique, c'est un SOPK qui se développe parce que la personne a ce qu'on appelle une insulinorésistance. Ce que ça veut dire, c'est que quand elle mange des glucides, cette personne va sécréter, comme tout le monde, de l'insuline, qui est une hormone qui va chasser l'insuline du sang pour l'amener dans les cellules, enfin chasser le glucose du sang pour l'amener dans les cellules, pour l'énergie. Et dans le cas des personnes qui sont insulino-résistantes, leur insuline fait moins bien ce travail que normal. Okay. Elle est plus paresseuse. Et donc, il faut en produire plus, ce qui fait qu'elle se retrouve avec plus d'insuline dans le sang. Et ça, en réaction, ça a la tendance à surstimuler les ovaires et à leur faire produire plus de testostérone ou d'autres types d'androgènes. D'accord, ok. Voilà. Alors ça, c'est, je dirais, le SOPK classique où la personne fait de l'insulinorésistance. C'est quelque chose qui est bien documenté. On connaît bien comment ce système marche. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est si facile de l'endiguer ou de le traiter, mais c'est un mécanisme qui est bien établi. Okay. Ça, c'est, je dirais, le cas d'à peu près 50% des SOPK qui se présentent à moi, à peu près. D'accord, ok. Après, on peut très bien avoir un SOPK sans avoir d'insulinorésistance. L'insulinorésistance, normalement, c'est quelque chose qu'on peut relativement facilement diagnostiquer. Encore faut-il trouver un médecin qui soit, qui soit attentif à nos besoins. Ça n'est pas pareil que de faire un test de glycémie et de savoir si on a beaucoup de sucre dans le sang ou pas. C'est un test qui généralement demande on avale généralement une solution très sucrée et on va faire une prise de sang au moment où on prend cette solution sucrée, 1 heure après, 2 heures après, etc. Et ce qu'on teste, ça n'est pas seulement le glucose, mais bien l'insuline. Et ça, c'est important de faire ce type de tests qui sont très communs pendant la grossesse, par exemple. Ouais. Ok, voilà. C'est très spécifique. Maintenant, le deuxième grand groupe de SOPK, c'est les femmes qui sont diagnostiquées SOPK à la suite de la prise de la pilule. Oui. Et quand elles arrêtent, parce que très souvent, disons que pour ces femmes-là, elles vont arrêter la pilule classiquement et ne pas retrouver de règles et ne pas retrouver de cycle régulier. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Donc là, c'est dû à quoi? C'est juste le corps qui a du mal à se remettre en route ou c'est vraiment Alors, il peut y avoir ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pilule contraceptive augmente les problèmes d'insulinorésistance. Donc, si on a tendance à avoir des problèmes d'insulinorésistance et qu'on va sous pilule pendant de nombreuses années, surtout si on commence très jeune à la puberté, on peut accentuer une tendance naturelle et donc ça va accentuer son insulinorésistance. Donc, une personne qui a un profil SOPK, l'ironie de la chose, c'est que très souvent, moi ce que j'ai vu très souvent, c'est des très jeunes filles qui avaient une très forte acné, qui n'avaient des cycles irréguliers, qu'on mettait sous pilule soi-disant pour réguler le cycle et réguler la peau, et qui en fait se retrouvent sous pilule contraceptive pendant très longtemps, on va dire jusqu'à la trentaine, et classiquement elles vont arrêter à ce moment-là pour faire un enfant souvent, et c'est là où elles se rendent compte qu'elles n'arrivent pas à récupérer des cycles normaux et qu'elles peuvent avoir une acné très forte à ce moment-là. Donc il y a le problème de l'insulinorésistance de base qui peut être accentuée à cause de la pilule contraceptive, et puis la pilule contraceptive peut avoir peut induire un certain nombre de problèmes particuliers, notamment certaines carences qui vont augmenter les difficultés d'ovuler régulièrement et donc d'avoir un cycle régulier. D'accord, ok. Aujourd'hui, la réponse médicale à ce diagnostic, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on prescrit à ce C'est justement ça le problème, c'est que très souvent la réponse classique médicale, ça va être de placer une femme sous hormones de synthèse, au moins la pilule contraceptive et très souvent aussi un traitement anti-androgénique. Alors le problème avec ça, c'est que on règle rien déjà, parce tout ce qu'on fait, c'est qu'on maquille une situation, puisqu'on remplace les hormones
traite pas la cause, naturelle par des hormones de synthèse. Donc, on crée une situation complètement artificielle qui ne règle absolument rien. Et surtout, le problème de ces traitements-là, c'est que surtout les traitements anti-androgéniques sont très très forts et vont facilement créer un phénomène de rebond quand on les arrête. Et donc, moi, ce que j'ai classiquement, c'est des femmes qui sont mises sous ces traitements et qui, quand ils les arrêtent, vont avoir une acné absolument horrible. Mais vraiment horrible, défigurante, etc. Et donc, elles vont reprendre leurs médicaments parce qu'elles ne peuvent pas vivre cette période-là. Et donc, elles se retrouvent dans un cycle infernal où elles sont complètement obligées de rester sous ces traitements. On devient prisonnière, en fait, de ce cycle. On devient très facilement prisonnière de ces médicaments, malheureusement, et c'est très mal expliqué. Ce que moi, j'ai tendance vraiment à reprocher, c'est de ne pas donner aux femmes les informations dont elles ont besoin et de leur présenter ces traitements comme des traitements anodins, alors qu'ils sont très très loin de l'être. Ouais, c'est ça, ils ont plein de conséquences derrière sur d'autres plans, quoi. Oui. D'accord, donc du coup, on a évoqué donc le premier type, c'est l'insulinorésistance, le deuxième type, c'est post-pilule, et les deux autres types, ce serait quoi alors? Inflammatoire, très très commun également. Alors, plus vague dans la mesure où on ne sait pas forcément quelle est la nature, enfin pourquoi la personne a un terrain inflammatoire comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hormones, en fait, elles marchent, ce sont des signaux, les hormones, et ça marche en allant rencontrer des cellules, en se mettant sur les récepteurs des cellules et en activant une réponse. Et il faut savoir qu'en cas d'inflammation générale du corps, les récepteurs sur les cellules sont endommagés. Et donc l'hormone, elle peut être dans le sang, elle peut arriver à la cellule, mais ne pas faire son travail. Et c'est ce qui va se passer en cas d'inflammation très forte. Et dans ce cas-là, on peut avoir bien sûr des problèmes à ovuler et des problèmes tout simplement à ce que nos hormones fonctionnent correctement, parce qu'on peut avoir le nombre requis d'hormones dans le sang, mais qu'elles ne fassent pas leur travail. Ok, très bien. Alors ça, l'inflammation, ça peut être dû à beaucoup de choses. Oui, ça peut être dû à beaucoup de choses. Ça peut être une personne qui fume, par exemple, qui est très inflammatoire. Ça peut être une mauvaise hygiène de vie, mais ça peut être souvent aussi, et là c'est plus difficile à repérer, un problème d'allergie ou d'intolérance alimentaire. C'est souvent des intolérances, souvent alimentaires, qui ne sont pas diagnostiquées, ne sont pas repérées et vont créer une inflammation à chaque fois que l'aliment en question est en contact avec notre corps. Et donc, par exemple, on peut avoir, on va dire, un problème avec le gluten, une intolérance au gluten non repérée, qui peut très bien créer une SOPK, ou en tout cas une apparence de SOPK, absence d'ovulation et tout le reste. Donc, c'est réversible alors, SOPK? Alors, j'ai pas le droit de le dire officiellement parce que la ligne officielle du SOPK, c'est que c'est une maladie non réversible. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est généralement ce que le médecin va dire. Vous êtes très malade, madame, et il n'y a aucune solution. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on dit aux femmes. Vous êtes très malade, madame, et il n'y a aucune solution et vous aurez du mal à avoir des enfants. Et moi, je vois ça en permanence dans beaucoup de pays. Le diagnostic est posé. Voilà, je connais ça dans plusieurs pays. Et c'est très dommageable parce que, en plus, ce diagnostic, encore une fois, peut être basé sur simplement une échographie ou ne pas respecter tous les critères vraiment du diagnostic. On sait que c'est surdiagnostiqué, le SOPK. On sait de nos jours qu'il y a beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées SOPK alors qu'elles ne devraient pas l'être. Et troisièmement, le discours est extrêmement pessimiste. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que comme il s'agit d'un syndrome et qu'il s'agit d'un ensemble de symptômes, on va dire, à partir du moment où on peut agir sur ces symptômes, je considère personnellement que si une femme n'a plus les symptômes, aucune raison. On peut poser la question pour savoir si elle a toujours le SOPK, si elle n'a plus les symptômes. Évidemment, bah oui. Voilà. D'accord. Ouais, c'est. En fait, une fois qu'on est diagnostiqué, il faut enquêter sur ce qui provoque le syndrome et agir à la source, quoi.
C'est ça, c'est Ok. ça. Et il existe vraiment des solutions. Alors, c'est pas forcément facile parce que ça demande souvent des changements d'ordre de mode de vie, Ouais. souvent des changements, je dirais, alimentaires. Il y a beaucoup de choses qui influent de toute façon là-dessus. Ce sont Ouais. bien sûr des choix alimentaires, le stress, l'activité physique joue également un très très grand rôle. Mais il y a également des compléments alimentaires qui, en fonction de sa situation, une fois qu'on a compris son type de SOPK et ce qui pose problème, on peut prendre, mais il Hmm. faudra toujours les allier avec des modifications d'ordre de vie, ne pas De l'hygiène attendre de des vie. compléments, voilà, ne pas attendre Voilà. des compléments alimentaires, Pas de une médicaments action, magiques. Ouais. voilà, c'est pas, il y a pas de pilule magique, il y a Ouais. jamais de pilule magique, Ouais. mais il y a un certain nombre d'herbes qui peuvent agir sur tel ou tel domaine. Il y en a certaines qui peuvent agir sur l'insulinorésistance, il y en a d'autres qui peuvent améliorer l'inflammation, etc., etc. Mais c'est toujours comprendre un peu quelle est sa situation, comprendre quelle est la chose l'ensemble des gestes qui sont les plus importants dans son cas à soi, bien sûr les appliquer. Et franchement, c'est loin d'être la maladie. Ouais. Horrible et sur laquelle on ne peut rien faire. On peut faire énormément en cas de SOPK. Ça, moi, D'accord. je suis exposée, enfin, je suis en contact avec des femmes qui ont du SOPK maintenant depuis pratiquement 25 ans. Et croyez-moi, il y a de l'espoir. Ouais, il y a de l'espoir. Et donc, le dernier type d'SOPK qu'on peut retrouver, c'est lequel? Alors, après, c'est celui que je mettrais un peu la Ouais, casse pour tout, c'est-à-dire en fait le SOPK un peu qui est en fait encore une fois un problème de diagnostic parce que idiopathique. c'est une absence d'ovulation et qui peut avoir différentes raisons. Ça peut être D'accord. un problème thyroïdien, ça peut être tout simplement que la personne n'a pas assez d'hormones T3 par exemple. On Ouais. a besoin d'hormones T3 Mm. pour ovuler. Si on Mm. ne les a pas, on n'ovule pas. Donc une hypothyroïdie non Mm. détectée peut conduire à un SOPK. D'accord. Ça peut être un régime végétarien trop strict, Mm. par exemple, ce qui donne souvent, qui peut donner des problèmes de carence en zinc, et on a besoin de zinc pour ovuler, donc ça peut être dû à ça. Ça peut être un excès de consommation de soja, ce genre de choses. D'accord, ok. En fait, le cycle, c'est un peu l'image de la santé de la femme. Donc, finalement, un SOPK, Complètement. ça va être la conséquence d'un problème sous-jacent. Et là, ça va être intéressant d'enquêter et de comprendre vraiment ce qui est à la source, quoi. C'est ça. C'est ça. Je dirais que c'est la rencontre de la génétique. On a une prédisposition Hmm. génétique ou SOPK qui va Ok, rencontrer certains facteurs et c'est la combinaison de ces deux choses-là qui font que le syndrome peut éventuellement s'exprimer. ok. Bon, bah, je pense que déjà, on Voilà, a alors j'espère à pas une avoir été vision. trop. Ah non, mais je pense qu'on commence à avoir une vision bien claire et bien globale de ça. C'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, on est loin d'explications vraiment. Je pense qu'on a un vrai manque d'informations à ce sujet-là accessibles aux femmes. Tu disais aujourd'hui, pour avoir de l'information, c'est très difficile. Donc, faut aller dans des revues. Et puis, souvent, en France, on est un petit peu moins avancé que dans d'autres pays. Donc, faut savoir lire l'anglais aussi. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment bien de tout mettre comme ça, exposé, et que toutes les femmes puissent avoir accès à cette information-là pour qu'elles comprennent un peu mieux ce qu'elles ont, quoi. Du coup, voilà, maintenant qu'on a fait le plan sur tout ça, je voulais te demander, voilà, quelle solution naturelle, on l'a un peu évoqué, ça va dépendre du coup maintenant du type de SOPK qu'on a. Il n'y a pas de solution naturelle pour tous les SOPK, je suppose. Universel, non. Non. Universel, non. Donc, disons que la première chose, si on m'avait diagnostiqué SOPK, premièrement, encore une fois, la première chose, c'est est-ce que mon diagnostic est un diagnostic correct, d'accord? La deuxième chose, peut-être qui va faire gagner le plus de temps, c'est est-ce que je suis insulino-résistante? D'accord. Donc, demander des tests complémentaires au médecin s'il ne les a pas fait lui-même de visu en diagnostiquant le SOPK, qu'il fasse ces tests-là de manière à ce qu'on soit sûr de la chose. Si la personne n'est pas insulino-résistante, alors là, il va falloir aller un petit peu plus loin et se poser des questions, notamment au niveau d'une possible inflammation. Ok. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes aux femmes, toi, qui ont SOPK du coup, est-ce que tu parlais d'herbes et tout ça? Est-ce qu'il y a des choses préférentielles que tu proposes aux femmes en général?
Alors, si on est en présence Ouais, d'insulinorésistance, les trois choses les plus importantes, c'est un, de savoir manger pour garder une glycémie stable. ouais, Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça mhm, veut dire manger à index glycémique bas, avoir de bien équilibrer les grands groupes entre les protéines, les glucides et les mhm, lipides, par exemple. Donc, c'est vraiment apprendre à manger pour son SOPK. mhm. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de rendre les cellules plus capables de répondre à l'insuline. Moins Et ça, on résistante. peut faire ça, voilà, on peut faire ça avec l'activité physique, Ouais, pas n'importe quelle activité physique, mais un certain type d'activité physique, et éventuellement avec des périodes de jeûne intermittent d'accord. qui en fait resensibilisent les cellules à l'insuline. Donc ça, c'est Ok, la première chose si la personne est ok, insulino-résistante. Si on a affaire à une inflammation, moi, ce que je dirais dans ces moments-là, si on donne une inflammation, c'est peut-être d'aller essayer de faire des tests d'intolérance alimentaire, parce que c'est souvent le départ. ok, d'accord. Du coup, moi, on m'a posé la question de la taille des kystes et comment diminuer la taille des kystes dans les ovaires. Je pense que Mm. ça part déjà d'un manque de compréhension, que les kystes dont on parle, en fait, c'est des follicules. Mais une Ouais. fois, est-ce que justement, à travers tout ce travail-là, cette recherche et ce changement d'hygiène de vie et tout ça, on peut avoir une diminution de cet aspect polykystique, Tout à voilà. fait, parce qu'on se retrouvera avec des ovulations régulières et donc D'accord. normalement Mm. l'apparence de ces kystes, dont de toute façon il ne faut pas particulièrement se préoccuper, Oui. peut totalement changer. Ouais. Je suis personnellement marraine d'un certain nombre de bébés SOPK mais c'est vrai, dont on avait dit à la mère que c'était absolument impossible Ouais. qu'elle puisse concevoir. Donc Donc, il n'y a pas à désespérer pour les femmes à qui on a non. dit qu'elles n'auront pas d'enfants. Faut être patiente et puis revoir tout ça depuis le début et essayer de comprendre le vrai diagnostic qui est à l'origine du syndrome, quoi. Exactement. Ok. Maintenant, on va plus à parler de ton expérience personnelle. Vu que tu as rencontré plein de femmes qui ont cette pathologie à travers ton blog et tout ça, est-ce que tu as fait des découvertes un petit peu étonnantes, des choses un peu qui mériteraient d'être connues peut-être sur d'autres plans, des choses qu'on ne connaît pas vraiment sur la SOPK, par exemple d'un point de vue émotionnel ou ce genre de choses Mm. que tu pourrais reconnaître chez ces femmes-là, on va dire des choses sur lesquelles on n'a pas encore Mais fait oui, parce d'études, qu'on tu vois? parle souvent, quand on parle du SOPK, on parle de certains signes, Ouais, absence de règles, ouais, etc. Mais le SOPK, c'est loin d'être uniquement ça. Il faut se rendre compte, par exemple, ça influe énormément sur l'état émotionnel des personnes. ouais, On a beaucoup plus on va dire, de risques de dépression quand on est SOPK, hein, il faut le savoir. d'accord. En plus, les androgènes sont des hormones qui ont tendance à accroître tout ce qui est irritabilité et agressivité éventuelle. Donc, Mm. c'est quelque chose aussi à savoir on a peut-être un Ouais, certain caractère ou une certaine impatience, etc., qui est due à cette présence d'hormones mâles mm. qui peut prédisposer à ce type de sentiments. Il n'y a pas très très longtemps, je parlais avec une jeune femme qui avait un SOPK qui m'a dit quand en fait j'ai été diagnostiquée, il y a eu une révélation en moi. Je me suis rendu compte pourquoi en fait je me sentais si différente par rapport aux autres femmes, même sans savoir rien du tout là-dessus. Dès Mm. le plus jeune âge, j'ai senti que j'étais différente et que j'étais plus garçon manqué, que je m'intéressais Ouais, moins à certains sujets que d'autres. Et tout ouais. d'un coup, quand on m'a diagnostiquée, je me suis rendu compte que c'était Lié? normal Ouais. que c'était lié et que c'était normal que je me sente comme ça. Voilà. Alors D'accord. ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont le PK sont des garçons manqués, hein, c'est Oui, pas oui, du tout ce oui. que je veux dire. Mais dans son cas, ça a été une sorte de révélation. Ouais, ça peut être, bah oui, ça peut faire du bien justement de comprendre en fait que bah, les hormones, ça touche beaucoup l'émotionnel, l'état d'esprit. Ah, bah, les hormones, ça touche à tout. Ça touche à tout, Ça donc on touche l'oublie absolument à souvent, tout. hein, mais du coup, forcément, ça peut atteindre justement, comme tu dis, la dépression, tout ça, c'est important aussi C'est de. très, 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 très important Ouais, dans l'état émotionnel. Les femmes qui souffrent de SOPK ont beaucoup plus de risques de dépression que les autres femmes.
Donc, si on se soigne correctement, on a aussi plus de chances d'aller mieux et bien sûr, de se sentir mieux à ce niveau-là, quoi. D'accord, super. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que si tu avais 3 conseils à donner à une femme à qui on vient de diagnostiquer SOPK brièvement, lesquels seraient-ils? Bah alors encore une fois, d'être sûr du diagnostic, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas se laisser enfermer dans la réponse traditionnelle qui va être Madame prenez la pilule ou Madame prenez tel traitement synthétique, hormonal synthétique, ou en tout cas de vraiment poser des bonnes questions et de faire ce choix en ayant toutes les informations qui correspondent à ce choix. C'est ce qui me semble le plus important. Puisqu'encore une fois, il faut savoir que certains de ces traitements peuvent enfermer une personne dans une sorte d'addiction où elle va avoir beaucoup de mal à se débarrasser de ces traitements. Des cercles vicieux. C'est vraiment des cercles vicieux et des cercles vicieux qui sont extrêmement forts. Et la troisième chose que je recommanderais, c'est tout simplement venir sur mon blog, essayer de lire, essayer de regarder un petit peu en faisant des recherches, un outil loop sur le blog où ils peuvent écrire SOPK et elles trouveront tous les articles qui sont en rapport avec le SOPK. J'en parle régulièrement, de s'inscrire sur ma liste SOPK ou quand il y a des informations, des nouveautés ou des choses comme ça, j'informe les femmes de ce qui se passe sur le sujet. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Emmanuelle. Je vous invite vraiment à lire les articles d'Emmanuelle qui sont très riches, qui abordent plein de solutions naturelles, justement, parce que là, comme on l'a dit, ça servira à rien qu'on donne une solution parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Ça dépend vraiment de ce qui correspond, de ce qui vous correspond. Mais maintenant que vous avez plus d'outils, vous pourrez justement chercher votre solution à vous. Et puis même, Emmanuelle est très disponible. Hein, si vous posez des questions sous les articles, elle répond vraiment de manière dans les commentaires du blog. Alors, je ne promets pas à chacune de pouvoir répondre, etc. Mais dans la mesure du possible, j'essaye d'être présente sur le blog. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à ce moment-là. Ce sera avec plaisir. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné de l'information, vous aura rassuré. Je vous mettrai toutes les informations sur Emmanuelle pour la contacter, de son blog et tout, sous cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Au revoir.